Eh bien, les amis, à écouter toutes ces présentations, je commence à peine à comprendre le sens de ma présence parmi vous. C'est-à-dire que je commence à peine à percevoir l'ampleur des défis auxquels vous êtes confrontés et également l'ampleur des résistances que vous devez surmonter. Je comprends que dans le quotidien de vos métiers, de vos travaux, justement dans ces défis que vous relevez, dans ces résistances qu'il vous faut surmonter, vous n'ayez pas perpétuellement le temps de vous poser la question justement du sens et de la signification de ce que vous faites. Donc je vois de plus en plus clairement pourquoi c'est important en fait de temps en temps de remettre les pendules à l'heure et de se dire bon en fait pourquoi exactement est-ce qu'on s'occupe de ces questions-là? Pourquoi est-ce que ces établissements ont une fonction profondément différente de celle d'un hôtel, de celle d'un hôpital? Donc ce sont ces spécificités-là, en fait, dont je mesure de plus en plus, là, à mesure que la matinée avance, l'importance, et sur lesquelles je voudrais revenir maintenant. Même si je suis en train de perdre ma voix pour une raison qui m'échappe, mais c'est pas grave. L'autonomie individuelle, en fait, c'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention maintenant, aujourd'hui, avant le déjeuner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de consensus là, en termes de vocabulaire, autour de la question de la perte de l'autonomie, de la valorisation de l'autonomie, et toute cette réflexion, en fait, tournoie autour d'une définition. Je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez peut-être pas entendu, mais il y a deux mots qui sont différents, autonomie et individuel. Alors, ça mérite que je fasse une petite mise au point sur deux couples de concepts que j'aimerais que vous ayez vraiment tous en tête d'une manière très consciente. D'une part, l'opposition entre l'autonomie et l'hétéronomie. Bon, en fait, ces termes ont eu une fortune énorme depuis que Emmanuel Kant en a fait la théorie. Je vous la fais brève. En fait, ce qui définit l'autonomie, c'est vivre selon sa propre loi. Auto, c'est soi-même, nomos, c'est la loi. L'autonomie, c'est se donner à soi-même ses propres règles de vie. Et puis évidemment, donc l'hétéronomie par opposition, c'est également un terme grec, c'est vivre selon la loi d'un autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous indique comment vivre. Ça, c'est l'entrée dans l'hétéronomie. Vous lirez un très court texte de Kant qui s'appelle « Comment s'orienter dans la pensée », où justement il fait la théorie de cette question, de l'autonomie de pensée. Ça, c'est un premier couple de concepts. L'autonomie, c'est vivre selon sa propre loi. Il y a un deuxième couple de concepts que j'ai introduit tout à l'heure et sur lesquels je voudrais travailler maintenant, c'est la dépendance et l'indépendance. En fait, ce couple-là travaille sur la capacité de pouvoir se passer ou pas de certains rapports, de certains échanges. Donc on peut être dépendant lorsqu'on ne peut pas se passer de quelque chose, on en est indépendant lorsqu'il est possible de vivre en s'en passant, de vivre sans elle. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, en réalité, la notion même de dépendance est problématique puisqu'elle est consubstantielle à la vie. Un vivant est de toute façon dépendant d'un milieu. C'est bien pour ça que justement il y a la possibilité d'un métabolisme. Donc, comme nous vivons par définition dans la dépendance, encore plus les êtres humains qui sont des êtres sociaux, on va tout de suite évacuer la notion de l'indépendance. L'indépendance, c'est une notion qui est toujours relative. C'est-à-dire, on parle d'indépendance d'un point de vue strictement local. Par exemple, quand on grandit, qu'on sort de l'adolescence, on devient indépendant, parce que ça veut dire on est indépendant de ses parents. Quand on est indépendant financièrement, ça signifie qu'on est capable de subvenir soi-même à ses besoins parce qu'on génère soi-même ses revenus. On est une entreprise indépendante lorsqu'on n'appartient pas à un groupe plus grand que soi. Donc vous comprenez, l'indépendance, ça n'a aucun sens dans l'absolu. C'est un concept qui ne fonctionne pas comme un concept absolu. On est toujours indépendant de quelque chose. Parce qu'en réalité, nous sommes toujours dépendants d'un système plus vaste que nous. Je fais ces précisions conceptuelles, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous permet de concevoir ce que c'est exactement que l'autonomie. Cette autonomie que nous problématisons, sur laquelle vous travaillez, et qui est en fait le cœur du problème du grand âge.
L'autonomie, elle se conçoit toujours à l'intérieur de notre interdépendance globale. À partir de là, qu'est-ce qui assure l'autonomie? Qu'est-ce qui garantit le fait qu'il soit possible de, comme je le disais tout à l'heure, vivre selon sa propre loi, se donner à soi-même ses règles de vie sans avoir à obéir à quelqu'un qui les fixe de l'extérieur? En fait, l'autonomie, elle se définit comme une certaine marge de manœuvre, c'est-à-dire que pour se donner à soi-même ses propres règles, il faut qu'on puisse en faire l'expérience, qu'on puisse se dire « tiens, là j'ai envie de faire ceci » et pouvoir le faire. Là, j'ai pas envie de faire cela et pouvoir ne pas le faire. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une marge de manœuvre, je vous propose de concevoir les choses en termes dynamiques, par une métaphore de mouvement. Imaginez-nous, puisque nous sommes tellement individualistes, imaginez-nous comme des billes qui seraient toutes, disons, dans une boîte, les unes à côté des autres. Pour que l'une de ces billes soit indépendante, c'est-à-dire qu'elle jouisse d'une marge de manœuvre, en fait, il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'on écarte celles qui sont autour d'elle pour qu'un vide soit laissé et que la bille puisse donc aller de ci ou de là selon qu'on bouge la boîte. S'il y a de l'espace autour d'elle, elle jouira d'une liberté de mouvement. Ça, c'est une première version de la liberté. En fait, pour ne rien vous cacher, c'est la version de la liberté qu'on appelle la liberté bourgeoise, celle qui a été mise en place au moment de la Révolution, celle qui est au cœur de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire l'idée que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Il faudrait que nous jouissions individuellement d'un vide autour de nous, à partir duquel nous pourrions exprimer justement nos besoins, nos désirs, d'une manière autonome. Il y a une autre version de cette affaire-là. Si l'on considère que le problème qui empêche les billes d'être autonomes, ce n'est pas tellement leur proximité, c'est la boîte. Sans la boîte, toutes les billes, même proches les unes des autres, peuvent bouger. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un élément se meut, les autres éléments se meuvent en même temps. C'est autour de cette notion d'une autonomie qui n'est pas individuelle que je voudrais vous inviter à réfléchir. L'autonomie centrée sur l'individu, en fait, elle a tendance à mettre les individus en danger. Pourquoi? J'en ai parlé tout à l'heure aux toilettes en rencontrant l'un d'entre vous. C'est parce que le problème le plus grave que rencontrent les patients, c'est l'isolement, y compris quand on les met dans des établissements, puisqu'ils se sentent isolés de leur système de référence, c'est-à-dire de leur maison, de leur famille, de leurs proches, de ce qui leur était familier. Donc, en réalité, cette question de l'isolement, elle vient du fait que ce qui est perçu comme le problème de l'autonomie, c'est justement cette marge de manœuvre qu'on avait identifiée dans un certain espace et qu'on ressent comme perdue dans un espace où les choses sont plus contraignantes en apparence. Mais elles sont contraignantes parce que l'autonomie a été pensée comme nécessairement individuelle. Si l'on commence à réfléchir sur l'autonomie en termes collectifs, c'est-à-dire en termes partagés, si l'on commence à réfléchir sur l'idée que l'autonomie de chacun commence là où commence celle des autres, c'est-à-dire qu'en fait on est autonome pas par opposition à d'autres qui prendraient des décisions à notre place, mais par partage avec d'autres qui évoluent en même temps que nous, qui partagent en fait notre espace de vie, du coup, tout change. Pourquoi? Parce que, en fait, on va penser les choses en termes de réponse. Dans un contexte où tout le monde se vit comme interdépendant, l'autonomie, ça ne signifie plus bouger tout seul, c'est-à-dire je peux partir par-ci, je peux partir par-là, et c'est moi enfin, personne n'empêche ces mouvements. L'autonomie, ça se définit différemment comme la capacité de prendre ce que j'appelle des initiatives cruciales. Des initiatives cruciales, c'est initier un processus, arrêter un processus, modifier la manière dont ce processus a lieu. Et ça, ces initiatives cruciales, en fait, elles supposent qu'on dispose d'une force d'initiative à laquelle répondent les autres. C'est-à-dire qu'on soit entendu quand on formule une demande et que la réponse qui est apportée soit adaptée. Or, si vous pensez les choses de cette manière-là, en fait, ça a deux conséquences.
La première est la plus provocatrice, je vous l'ai dit j'ai décidé de vous présenter les choses de la manière la plus provocante possible pour vous faire penser le plus possible. Il est inconcevable qu'il y ait plusieurs personnes autonomes autour d'une personne hétéronome qui serait dans leur dépendance. Cette description, c'est la tyrannie. C'est-à-dire, ça n'est pas possible que des personnes autonomes exercent leur pouvoir sur quelqu'un qui serait hétéronome, parce qu'en fait, ça signifierait qu'elles-mêmes, ces personnes, ne sont pas réellement autonomes, c'est-à-dire ne jouissent pas de la possibilité de partager leur autonomie avec la personne. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que dans les relations de pouvoir qui existent à la fois entre un patron et ses employés, ou une patronne et ses employés, et à l'intérieur d'un système hiérarchique, mais aussi à l'intérieur d'un système de soins où les rapports de pouvoir sont aussi des rapports de savoir, des différentiels de savoir. L'idée même d'exercer le pouvoir ne peut pas se fonder sur l'idée que certains énoncent les règles et que d'autres suivent les règles. Dans la réalité, dans la plus concrète, c'est valable aussi pour l'enseignement, entre parenthèses, c'est plutôt le cadre où je l'ai étudié, dans un livre qui s'appelle « L'école de la vie », où j'étudie des interactions productrices de savoir. Là, dans vos établissements, vous êtes plutôt dans des interactions, je dirais, productrices de soins, c'est-à-dire productrices en fait d'autonomie. Ces interactions ne fonctionnent que si tous les éléments se perçoivent comme autonomes. À partir du moment où l'un d'entre eux, ça peut être le patient, mais ça peut être n'importe lequel des éléments, se perçoit comme non autonome, quelque chose va dysfonctionner, qui va gripper la machine. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. L'autonomie, ça se partage nécessairement, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, parce que les billes sont de toute façon, en réalité, ce ne sont même pas des billes, puisque nous ne sommes pas des atomes individuels, nous sommes tous dans l'interdépendance, nous sommes plutôt des nœuds à l'intérieur de réseaux. Et comme vous le savez, quand un seul nœud d'un réseau bouge, tout le système bouge. Donc il faut plutôt penser les choses dans ces termes-là. Ça, c'était ma première conclusion. Et ma deuxième conclusion sur cette nouvelle intervention aujourd'hui avant le déjeuner, c'est donc assurer l'autonomie de la personne, c'est assurer aussi l'autonomie des soignants, l'autonomie des accompagnants, l'autonomie des familles face à l'expérience partagée qu'est le grand âge. Et c'est là où, ce que disait Julien Sanson tout à l'heure sur la formation des personnels, c'est là où le sondage qu'a présenté Frédéric Dabi à l'instant sont importants, puisqu'ils montrent tous les deux que assurer une formation qui permette aux agents qui interviennent dans vos établissements de se percevoir eux-mêmes comme autonomes, et pas comme, je dirais, les instruments de décision qui ont été prises plus haut et à leur place, mais plutôt mettre en place les conditions pour que chacun se sente autonome et, entre parenthèses, soit capable de l'être, c'est-à-dire et la formation qui lui permette de faire face à des situations dont vous savez que certaines sont parfois dramatiques, difficiles, qu'elles supposent aussi une capacité d'improvisation et même une créativité qui ne s'invente pas du jour au lendemain en fait. Ça se prépare. Et donc, en un mot, cette histoire d'autonomie, bien sûr qu'elle est aujourd'hui l'une des valeurs phares, ce que nous essayons de défendre et d'assurer au maximum, y compris donc lorsque le corps, lorsque la tête, lorsque la situation sociale ne sont plus à la hauteur. Et pourtant, encore une fois, je vous incite à réfléchir sur cette idée que l'autonomie individuelle, c'est bien, mais en fait, elle n'a de sens que si l'autonomie est partagée. Merci de votre attention, on se retrouve un peu plus tard pour un autre point.